Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. On continue toujours le chapitre 3 de mécanique analytique, formalisme de Hamilton, vidéo 2. Dans cette vidéo, je vais parler de la notion de portrait de phase et je donnerai deux exemples. Puis, je vais aborder la notion de crochet de poisson. La définition donc de l'espace des phases. En mécanique analytique, on utilise des fois pour résoudre certains problèmes l'espace des phases. Il faudrait savoir que l'espace des phases est un espace à 2n dimensions. Donc si n est degré de liberté, alors l'espace des phases elle est à 2n coordonnées, c'est-à-dire les QI et les PI, les coordonnées généralisées et les moments conjugués. Alors, l'espace, par exemple, si n est égal à 1, donc l'espace des phases est un plan. Et dans le cas où n égale 2, on aurait un espace à 4 dimensions. Et nous ne savons pas travailler dans cet espace à 4 dimensions de manière pour les explications. Donc, on va regarder uniquement le cas où le degré de liberté est égal à 1. On va prendre la coordonnée généralisée Q, par exemple, qui peut être soit X ou θ. Puis, on va prendre son moment conjugué est noté P. Donc, mon plan de phase, c'est le plan QP. Bien. Alors, d'autres définitions, c'est que chaque point du plan est un point représentatif d'un mouvement possible pour mon système. Le point M est dit point représentatif. Et il représente un mouvement possible dans le plan de phase QP. On décrit l'évolution du système au cours du temps pour des conditions initiales données, vitesse et position, par une trajectoire dite trajectoire de phase. Donc chaque condition initiale permet donc de définir une trajectoire dans le plan de phase. Et cette trajectoire est dite trajectoire de phase. L'ensemble des trajectoires de phase pour un système donné est dit le portrait de phase de ce système. Parce qu'il suffit de connaître les positions, de connaître la position M0 définie par les conditions initiales, position et vitesse, pour dire voilà donc le comportement de mon système. Dans la pratique, tracer le portrait de phase d'un système, c'est tracer suffisamment de trajectoires pour que l'on puisse les imaginer toutes. Donc on doit tracer le portrait de phase, c'est-à-dire tracer certaines courbes qui permettent donc de dire voilà les trajectoires en cette allure, en l'allure suivante. Bien. Voilà donc de quoi on va parler dans ce paragraphe. Tout d'abord, l'espace des phases, c'est l'espace QP, qui peut être de dimension 2 ou plus. Dans le cas, tout point de cet espace de phase représente un mouvement possible pour mon système. Dans le cas d'un plan, donc c'est un point matériel, c'est un point M. Et ce point M donc représente une certaine trajectoire de phase.
La trajectoire de phase, donc, c'est la trajectoire suivie par le point M selon des conditions initiales données dans le plan de phase. Et que, donc, le portrait de phase, c'est l'ensemble des trajectoires possibles pour mon système. Donc on pose la question de tracer le portrait de phase d'un système, c'est-à-dire tracer suffisamment de courbes, de trajectoires qui permettent donc d'imaginer toutes les autres. Théorème. Pour tout point représentatif M, passe une trajectoire de phase et une seule. Donc un point M, on peut le considérer comme des conditions initiales, donc on peut tracer une trajectoire passant par M. Et il n'y a qu'une seule. L'évolution du point représentatif donc est univoque. Il n'y a qu'une seule trajectoire qui est tracée par M. Et que donc deux trajectoires distinctes de l'espace des phases ne se croisent jamais. On ne peut pas avoir croisement de trajectoires de phase. Bien. Les trajectoires de phase sont décrites dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire quand j'ai des trajectoires de phase dans un plan par exemple, suivre le parcours d'un objet, c'est-à-dire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, exemple de trajectoire de phase. On va parler de deux exemples. Le premier exemple, c'est la chute libre d'un point matériel. Donc prenons un point matériel de masse petit m, par exemple une balle de tennis, que l'on lâche à partir d'une certaine hauteur, et que donc cette balle va tomber sur le sol, et elle va rebondir, si le choc est élastique, il va partir jusqu'à son état initial. Dans ces conditions-là, je sais calculer l'énergie potentielle pour l'axe orienté vers le haut et l'énergie cinétique parce que la vitesse c'est 1/2 de mx point carré. On obtient donc le Lagrangien qui s'écrit sous cette forme-là. Le moment conjugué, on sait le calculer. L'hamiltonien H est donné donc égal à cette expression. Et je sais comme H est indépendant explicitement du temps, donc il est égal à l'énergie mécanique totale E, que j'admets, qui est donc une constante. Alors l'équation H est égale à E constitue l'équation des trajectoires de phase correspondantes aux valeurs de la constante E. L'énergie mécanique totale de mon système. Elle peut s'écrire donc sous les formes x égale cette expression-là. Si je prends donc l'équation des trajectoires de phase, cette équation-là est une équation des trajectoires de phase. Elle va donner donc la relation, c'est la relation entre P et X, entre la coordonnée généralisée X et son moment conjugué, à travers une certaine énergie E, qui n'est autre que le paramètre qui se modifie pour obtenir toutes les trajectoires. Il est clair d'après cette équation-là que l'on peut écrire x est égal à moins p au carré sur 2m carré g plus k avec k roi e sur mg. Donc voilà une relation entre x et p. Cette relation-là donc va nous permettre de tracer donc P en fonction de X ou X en fonction de P, c'est la même chose. De toute façon, quand on va tracer ces trajectoires-là, c'est des trajectoires de phase. Bien. Il est clair, d'après cette équation-là, X est égal à moins P carré sur 2m carré plus K, il est clair que cette relation-là montre donc que les trajectoires de phase sont des paraboles d'axe OX.
mais renversé parce que j'ai un coefficient négatif pour P au carré. Et ces trajectoires-là, chacune d'elles, on peut lui faire correspondre ces conditions initiales qui nous permettent donc d'obtenir la valeur de E. Bien. Le tracé des trajectoires, donc voilà l'axe des X, voilà l'axe P, voilà les paraboles. Les paraboles, ces paraboles-là, elles sont renversées parce que vous avez moins pour le carré de P. On montre ici que ces trajectoires sont décrites dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on a tracé uniquement 3 trajectoires pour dire que si une trajectoire existe, il va avoir cette forme-là et toutes les autres vont suivre le même chemin. Les points où P est égal à 0, c'est-à-dire les points de rencontre entre la trajectoire. Je reviens donc pour continuer mon exposé. D'après cette figure, on voit que les points P égale 0, c'est-à-dire les points de rencontre entre la trajectoire de phase et l'axe des coordonnées généralisées, on les appelle des points tournants. Pourquoi? Parce que arrivant ici, quand on va dans ce sens, la vitesse est croissante, on va dans le sens positif. À partir de P égale 0, je reviens avec une vitesse qui change d'orientation. Alors, donc on les appelle les points tournants. Bien. Le deuxième exemple, c'est le pendule simple. L'énergie cinétique d'un pendule simple, donc, elle est connue. On peut l'écrire sous cette forme-là. Donc, un pendule de masse petit m, de longueur L. La coordonnée généralisée que l'on utilise ici, c'est θ. Bon, l'énergie potentielle, si je prends l'axe orienté vers le bas, je vais écrire V est égal à moins mgl cosinus de θ, en axe orienté vers le bas. Le Lagrangien donc s'écrit sous cette forme-là. Le moment conjugué est égal à cette expression. C'est facile, tout ceci c'est facile à faire. Si on pose I égale ml carré, on peut écrire alors H, qui est par définition égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, qui est aussi égal par définition à cette expression-là. On peut l'écrire sous cette forme, c'est-à-dire P au carré sur 2i moins oméga carré I cosinus de Q. Bien. Que l'on peut réécrire en faisant sortir le oméga carré I par en factorisant ceci sous cette forme-là. Donc, les équations canoniques, on les écrit. Ce sont les équations de Hamilton. Puis, l'hamiltonien est une constante du mouvement. Donc, en écrivant T plus V est égal à E, va constituer l'équation de la trajectoire des phases. Bien. Le portrait de phase, donc, a pour équation P est égal à plus ou moins oméga et racine de 2, ce terme sous le radical. Il est clair, d'après cette expression de P, le radical doit être toujours positif. Alors, et nous savons que cosinus de Q est toujours compris entre moins 1 et 1. Alors, on va distinguer 3 cas. Le cas où l'énergie est comprise entre 0 et oméga carré sur I.
c'est-à-dire que ce terme-là est inférieur à 1. Et dans ces conditions-là, la racine carrée est toujours définie. La racine carrée ici n'est définie que si cosinus de Q est inférieur ou égal à E sur oméga carré I. On voit donc que la valeur de Q de la variable Q est bornée. Il est borné entre deux limites. Donc, on a un mouvement d'oscillation libre. Ce mouvement-là, il dit aussi mouvement de libration. Donc, on aurait des oscillations. Donc, il s'agit d'un pendule qui oscille entre deux valeurs minimales et maximales de Q. Les points pour lesquels P égale 0 sont appelés les points tournants. Ce sont donc les points où le pendule change de sens d'oscillation. Bien. Alors le deuxième cas, c'est lorsque l'énergie est supérieure à oméga carré I. Dans ces conditions-là, la racine carrée est toujours définie et que la valeur de Q n'est plus bornée, mais la valeur de P reste bornée. Et dans ces conditions-là, le mouvement est appelé mouvement de rotation. Ou il est dit aussi mouvement de circulation. C'est-à-dire que l'angle continue par augmenter indéfiniment. Donc il y a une augmentation de Q qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Mais la valeur de P est toujours bornée entre deux valeurs. Lorsque E est égal à oméga carré I, c'est-à-dire la zone intermédiaire entre les deux mouvements qu'on vient de dire, ce cas-là est la limite qui sépare les deux régimes de libration et de circulation. La courbe associée est une courbe qui est dite séparatrice. Le schéma suivant donc, sur le schéma suivant, on représente les différents régimes. Il est clair que le mouvement d'oscillation, il est décrit par les trajectoires fermées. Ces trajectoires-là qui sont fermées, ici, autour du point O. Et les trajectoires pour lesquelles Q varie de moins l'infini à plus l'infini, ce sont des trajectoires comme ça. On voit bien que la valeur de P est bornée entre une valeur minimale et une valeur maximale et que la trajectoire est ouverte. Entre les deux mouvements, il y a une séparatrice, c'est-à-dire cette trajectoire. Cette trajectoire-là est une courbe qui sépare le mouvement d'oscillation du mouvement de rotation. Bien. En résumé donc pour cette partie-là du portrait des phases, donc on écrit, on doit trouver l'hamiltonien, et l'hamiltonien pour notre système doit être constant, donc est égal à l'énergie, et cette énergie-là, E, constitue le paramètre qui modifie, parce qu'elle dépend des conditions initiales, qui modifie donc la trajectoire. Et que la relation entre P et Q, et qui lie P à Q, permet donc le traçage des différentes trajectoires que l'on appelle trajectoires de phase, et l'ensemble des trajectoires constitue ce que l'on appelle le portrait de phase. Bien. Donc,
le paragraphe suivant, c'est le crochet de poisson et constante du mouvement. Le crochet de poisson. Le crochet de poisson, on va le définir mathématiquement pour deux fonctions f et g. Je prends donc deux observables, f et g, liés à mon système, et je fais un crochet, ou bien des accolades, c'est la même chose. Donc ici j'ai mis l'accolade, mais on l'appelle crochet de poisson. Il est défini pour f et g par la relation suivante, c'est-à-dire somme sur i. Je dérive la première fonction par rapport à la coordonnée généralisée, multiplie par la dérivée de la deuxième fonction par rapport au moment conjugué, moins la dérivée de la première par rapport à la coordonnée généralisée, par rapport au moment conjugué, multiplié par la dérivée de la seconde par rapport à la coordonnée généralisée. Donc ici, c'est un mécanisme qui permet donc de faire cette différence entre l'ordre de dérivation et ainsi de suite, va me donner donc ce que l'on appelle, écrit sous cette forme-là, va me donner donc la valeur du crochet de poisson de deux fonctions. Donc le crochet de deux fonctions, c'est ce résultat-là qui le définit. Sachant bien sûr que mon espace est un espace à deux n coordonnées, et que n coordonnées généralisées et n moments conjugués associés aux coordonnées généralisées, donc soit H, l'hamiltonien d'un système, on montre facilement que les équations canoniques de Hamilton peuvent s'écrire sous cette forme-là. Très bien, donc je regarde ici le crochet de poisson entre la coordonnée généralisée QI et H est égal à Q point I. Et le crochet de poisson du moment conjugué avec H est égal à P point I. Donc voilà les équations canoniques du mouvement. Elles sont écrites à l'aide du crochet de poisson sous cette forme-là. Par exemple, je montre la première. Q point K est-il égal à ceci? Donc je développe ce crochet de poisson, c'est ce qu'on a écrit ici. Et on voit bien que cette dérivation de QK par rapport à QI n'est nulle que si I égale K. Et si I égale K, donc ce terme est égal à 1, il reste alors d2H sur dPK, c'est ce qu'on a écrit là. Ce terme-là est toujours égal à 0 parce que j'ai dérivé Q par rapport à P, qui sont deux variables indépendantes, donc c'est toujours nul. Il reste alors d2H sur dPK, donc exactement c'est ce qu'on savait comme première équation du mouvement des équations canoniques. Bien. Le crochet de poisson pour toute fonction associée au système, qui dépend donc des variables et des coordonnées généralisées du moment conjugué, et éventuellement du temps. Le crochet dans ces conditions-là, je sais écrire la dérivée totale de f par rapport au temps sous cette forme-là. On montre alors que d de f sur dt est égal à ceci, qui est le crochet de poisson entre f et h, plus d de f sur d de t. Très bien. Alors, que l'on peut écrire sous cette forme-là, donc la démonstration est faite. Regardez bien. Quand je dérive totalement f par rapport au temps, c'est une fonction composée, j'applique la règle des dérivations des fonctions composées et j'obtiens ce résultat. Plus d de f sur dt. Et ce terme-là, ici j'ai q point, et là j'ai p point, je les remplace par leur expression, et j'obtiens donc le crochet de poisson entre f et h, plus la dérivée partielle de f par rapport au temps. Très bien. On retrouve donc
le fait que l'hamiltonien lui-même vérifie d de h sur dt est égal à d' sur dt parce que il est égal au crochet de Poisson de h avec h qui est nul. Il reste alors cette égalité là. Bien. Théorème. Une fonction f est une intégrale première si sa dérivée partielle par rapport au temps plus le crochet de Poisson de cette fonction avec h est égal à 0. Ce qui peut encore être dit à partir de cette relation, que si f est indépendante explicitement du temps, alors son crochet de Poisson avec h est égal à 0 montre que c'est une intégrale première. Alors là, j'ai cité certaines propriétés du crochet de Poisson. C'est que le crochet de Poisson de f avec g est égal à moins le crochet de Poisson entre g et f, c'est-à-dire que le crochet de Poisson est antisymétrique et qu'il vérifie la bilinéarité d'après ceci, et que la dérivation d'un crochet de Poisson se fait comme si je dérive le produit de deux fonctions. Alors la dérivée partielle commute, et que donc toute coordonnée généralisée avec une fonction, le crochet de Poisson entre une coordonnée généralisée et toute fonction, c'est la dérivée de cette fonction par rapport à PI, et le crochet de Poisson entre f et PI, c'est la dérivée de la fonction f par rapport à QI. Donc ici, on commence par la coordonnée, la fonction, puis pour les PI, on commence par la fonction add PI, et donc est égal à la dérivée de la fonction par rapport à l'autre coordonnée. Très bien. Il est clair que les variables canoniques sont liées par la relation QI-QJ est égal à PI-PJ est égal à 0, et que QI-PJ est égal à delta IJ. Donc ces trois crochets de Poisson, lorsqu'ils sont vérifiés, on dit que les coordonnées QI et PI sont des variables canoniques. Alors les variables canoniques, ce sont les variables qui sont utilisées dans un hamiltonien et qui permettent donc d'obtenir les équations canoniques. Et ces variables-là, ils vérifient le crochet de Poisson entre deux variables de même nature est égal à 0, comme QI et QJ et PI et PJ. Et le crochet de Poisson de la coordonnée généralisée avec l'une des moments conjugués est égal à delta IJ. Sachant bien sûr que delta IJ est égal à 1 si I égale J, et delta IJ égale 0 si I est différent de G. Alors, une autre identité, dite identité de Jacobi, si deux fonctions f et g sont des intégrales premières, alors le crochet de Poisson de f et g est une intégrale première, c'est le théorème de Poisson. Ce théorème donc permet d'obtenir d'autres intégrales premières. Si on connaît deux, alors on peut en connaître une troisième. Et si on connaît une troisième, on peut en connaître d'autres. C'est-à-dire que l'utilité de ces intégrales premières est d'importance relative, mais on peut les créer de toute manière. Merci, je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.